promoteur, ou bien la conditionner par la réalisation de certaines conditions. Donc, il faut que le promoteur voit un petit peu l'intérêt de bien travailler et de réaliser ses objectifs pour qu'il puisse bénéficier de ce prix de sortie, en fait, de rachat de la participation de l'État, un prix préférentiel. Donc, si dès le départ, il sait que, à la limite, voilà, l'État l'a aidé un petit peu à monter son projet et que c'est une source de financement très bon marché, donc il est très peu incité, en fait, à racheter le faux produit. Il va laisser ça en dernier lieu, donc ce qui va un petit peu retarder la sortie des SICAR. Est-ce que ceci vous a poussé à considérer des financements sans faux produits? Oui, tout à fait. C'est pas faux produits, donc, Géona Sarat des projets, malheureusement c'est le cas, mais bon, comme c'est un instrument qui est très lourd, très rigide et qui n'est pas dans, en fait, qui n'est pas dans le sens, qui ne facilite pas la sortie en fait à terme de la SICAR, donc on essaye de l'éviter. On essaye de l'éviter, ou bien on essaye un petit peu de baisser un petit peu le montant du faux produit pour réellement ne pas tomber dans le problème 5 ans après. Donc en fait, tout se travaille à la conclusion du pacte actionnaire. Donc avant de financer un projet, on pense déjà à la sortie. Et c'est ça la démarche qu'il faut faire. Et les typologies, tout à l'heure, on a dit qu'on reviendrait sur les typologies de projets qui devraient arriver donc, sur le marché financier. En fait, les typologies... La PME innovante, de la start-up... Oui, c'est finalement, donc en fait, les projets types qui logiquement pourraient avoir une sortie donc, sur la bourse, c'est des projets innovants. Donc il faut nécessairement, par innovation, donc je ne veux pas dire invention, hein, donc il faut faire la distinction entre invention et innovation. On peut être innovant dans n'importe quel secteur d'activité, donc n'importe quelle partie du process, on peut innover. Donc réellement, les projets types, c'est les projets innovants, donc pour être candidat un petit peu à une sortie sur la bourse. Juste 2 points. Il y a aussi un deuxième point qu'on a soulevé, c'est la coexistence de plusieurs mécanismes de sortie. C'est-à-dire, si nous sommes dans un cas typique où le promoteur en fait a une faible implication financière dans le projet, sachant que le flottant, idéalement, il varie entre 30 et 40%. Donc ici, on a un problème pour la sortie, en fait, pour la sortie des investisseurs financiers qui veulent sortir en une seule fois, au bout de 5 ans. Les investisseurs financiers ont déjà des obligations par rapport aux souscripteurs des fonds. Donc ils feront tout pour essayer un petit peu de désinvestir. Donc à partir de ce moment-là, et partant un petit peu de ce constat en fait de la faiblesse de l'apport financier des promoteurs, donc on doit nécessairement se trouver dans des situations où il y a plusieurs mécanismes de sortie qui coexistent. Je m'explique. C'est-à-dire, réellement, pour pouvoir réaliser une sortie en une seule fois de l'investisseur financier est nécessairement amené à raisonner, par exemple, en termes de placement privé, et donc à réserver une partie de sa participation dans le cadre de cette introduction en bourse au profit, donc l'allouer au profit donc du promoteur dans les mêmes conditions d'introduction en bourse. Mais le problème devient beaucoup plus compliqué lorsqu'il y a des plans d'intéressement. C'est-à-dire, lorsque par exemple l'investisseur financier, pour aligner ses intérêts avec le promoteur, lui donne une option d'achat sur une partie de ses actions à un prix qui est inférieur au prix d'introduction en bourse. Donc ici, je vois mal un petit peu le CMF qui va agréer un prospectus d'émission où il y a des prix différenciés. Donc là, ça pose problème. Il y a lieu réellement de voir ce point-là. Malgré qu'ils existent, hein, les preferred shares, ça c'est un mécanisme... Non, je ne parle pas de preference shares, je parle d'options d'achat, de call. Donc on donne une option d'achat sur une partie de notre participation au profit du promoteur. Bien sûr, donc l'exercice de cette option sera conditionné par la réalisation donc, du BP, du business plan, et il sera aussi conditionné par la sortie de l'investisseur financier. Il y a un point aussi qui est très important, c'est la restructuration financière. En fait, l'État a mis la barre tellement haute que finalement, il n'y a quasiment aucune opération de restructuration financière qui a été réalisée par les SICAR en grande partie et les FCPR aussi sur les 2 dernières années. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'État, il conditionne, donc il autorise la cession, l'acquisition d'actions existantes, c'est-à-dire les actions qui sont déjà émises
donc par le règlement judiciaire. Donc il faut nécessairement, pour qu'une entreprise qui se trouve en difficulté financière, qui est arrivée jusqu'au stade de règlement judiciaire, l'intervention des SICAR est conditionnée par un règlement judiciaire de cession à autrui, où la SICAR en fait ne peut racheter que la partie du promoteur défaillant dans le cadre de cette cession. C'est-à-dire réellement, le législateur n'a pas pris en considération les vraies difficultés que rencontre la PME en restructuration. Donc l'entreprise qui connaît des difficultés financières a un problème de financement de son cycle d'exploitation pour relancer l'activité. Or, comme ce n'est pas un investissement physique, le promoteur n'admet pas que les SICAR FCPR financent les cycles d'exploitation. Et donc là, donc en fait, on voit quasiment un décalage entre la vraie réalité de l'entreprise qui connaît des difficultés financières, et malheureusement c'est le cas de plusieurs entreprises, avec la réglementation rigide qui a été mise en place. Et réellement, il y a un besoin. Imaginez donc le nombre d'entreprises qui connaissent des difficultés financières en Tunisie. Le nombre d'entreprises qui sont sous-capitalisées. Imaginez si on permettait un petit peu à des investisseurs financiers à relancer ces entreprises-là. Elles pourraient constituer des cibles pour des introductions en bourse une fois elles sont remises sur le bon chemin. C'est-à-dire, au bout de 3-4 ans, elles pourraient constituer un vivier pour des introductions potentielles sur la bourse. Voilà, donc, il y a quelques... Merci Kalim, c'est vraiment intéressant parce que bon, c'est un balayage technique du point de vue capital-risqueur. Mais aujourd'hui, est-ce que la chaîne de financement est complète? Est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui manqueraient dans la chaîne de financement qui permettraient justement d'accompagner la croissance? Parce qu'on fait beaucoup pour la création, on fait beaucoup pour l'introduction en bourse, mais qu'est-ce qu'on fait entre-temps pour la croissance? Pour la croissance, tu veux dire, pas en amont, là, on est entre la création et l'introduction en bourse. Mais réellement, en fait, c'est un constat, je pars aussi d'un constat, c'est que en tant que SICAR FCPR, nous sommes très peu sollicités pour financer le développement. Malheureusement, donc la grande partie des projets, donc des demandes de financement que nous recevons, c'est pour le financement de la création d'entreprises. Alors que donc en fait, c'est la partie qui est la plus risquée. Parce que financer, par exemple, une entreprise qui est déjà établie, qui a de bonnes perspectives de développement, est beaucoup plus simple et beaucoup moins risqué pour un capital risqueur que plutôt de partir un petit peu dans le financement d'une idée ou d'un projet, donc partir dans cette aventure entrepreneuriale un petit peu avec le promoteur du projet. Donc il y a un focus très très important. Peut-être ceci trouve son origine un petit peu dans la réglementation elle-même, parce que si on revoit un petit peu la réglementation tunisienne, donc qui entoure le métier de capital risque et de capital investissement, on voit bien que le législateur a fait un focus sur la création. Donc tout en fait, pour respecter nos ratios, il faut nécessairement investir dans des nouvelles actions émises. Donc il y a plusieurs conditions comme ça qui font que les pourvoyeurs de fonds et les capitaux risqueurs donc, sont amenés à financer des projets en création. Donc tout est fait pour que la PME reste PME. Tout à fait. Parce que c'est l'avis de OFR. Et je voudrais aussi qu'elle nous parle peut-être de l'entreprise familiale. Ça a été évoqué par Maya. L'entreprise familiale. Hein, la grande majorité du tissu économique tunisien, leur stratégie n'est pas de rentrer en bourse, puisque leur stratégie c'est de transmettre à la génération d'après. Alors, quid un peu de la transmission de l'entreprise familiale, du point de vue deuxième ou troisième génération d'entrepreneurs au fait? Oui, l'entreprise familiale, c'est le tissu majeur en Tunisie. C'est vrai que, justement, tout à l'heure, j'ai évoqué le côté culturel de la chose. C'est justement, comme elle a évoqué notre maître, le sujet de la transmission de l'entreprise familiale. Heureusement qu'on a travaillé là-dessus, déjà pour tout ce qui est taxation, pour la passation entre générations. Ça a été travaillé grâce au CJD et la TUJ aussi, pour permettre aux héritiers de ne pas payer la taxe quand ils héritent l'entreprise. L'entreprise familiale est un
ça reste toujours quelque chose qui est propre au chef d'entreprise et il ne pourra jamais la partager avec d'autres investisseurs. Donc c'est vraiment le côté culturel. Mais il y a ici deux choses différentes, c'est la création et l'expansion. Non, la création et aussi l'expansion ou bien le développement d'une entreprise. C'est deux choses différentes. Je voudrais revenir à la création d'entreprise parce que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et on a des cas pratiques devant nous. On peut, dans le schéma de financement, prendre en considération des dons ou bien des subventions de l'État. Mais malheureusement, sur le côté pratique, il y a des petites anomalies juridiques ou bien des défaillances juridiques qui ne permettent pas finalement aux jeunes entrepreneurs de bénéficier de ces dons-là. Donc, dans son schéma de financement, il est obligé de refaire le schéma de financement parce qu'il y a une défaillance quelconque juridique ou un petit problème côté faux produits, BFEME, BTS. Tout cela me remet à dire qu'il faudrait peut-être penser à créer, comme le guichet unique, quelque chose sur le côté financier, mais qui soit unique aussi. C'est-à-dire que entre banquiers, sicaristes, bourse et tout, il y a un guichet unique qui les relie, et comme ça, on essaye d'éliminer ce manque de communication, ou ce manque essayer de rapprocher le maximum aux jeunes dirigeants comment il va avoir accès au financement sans passer autant de temps. C'est-à-dire un guichet qui va essayer de trouver une solution comme le guichet unique l'API à l'API, mais qui s'occuperait du côté financier. Je pense que ça pourrait être une solution. J'espère que je ne... Le guichet unique, c'est le marché, en fait. Donc, c'est un marché ouvert, transparent, dans lequel l'information est produite. Et il y a des règles claires pour tout le monde qui s'appliquent à tous. Donc, merci. Donc, et le temps, le facteur temps, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps, justement, à aborder le facteur temps. Mais le temps n'est pas de l'argent en Tunisie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Le jour où le temps deviendrait précieux, on gagnerait peut-être en qualité de projet et en qualité de financement. Je propose qu'on échange avec la salle, parce que ça fait 1 heure de temps qu'on les tient en haleine. Donc vous avez la parole, on va recueillir quelques questions. On ne garantit pas les réponses, mais on essaiera de répondre. Nous avons donc un panel diversifié qui est prêt à jouer, à se prêter à ce jeu-là. Donc à vous, mesdames, messieurs, je passe peut-être le micro, si quelqu'un peut, dans la salle, m'aider. Merci. Non, mais revenir sur ce qui a été dit, notamment par Maya et par le représentant de Biact Capital et par le représentant d'une société cotée. En fait, il y a eu des contre-vérités qui ont été dites et je ne peux pas les laisser passer, notamment sur le rôle des intermédiaires en bourse. Alors venir dire aujourd'hui, très simplement, que les intermédiaires en bourse n'ont pas joué leur rôle vis-à-vis des PME et PMI, je souhaiterais tout d'abord rappeler que la bourse est l'élite des entreprises et qu'il n'est pas question de ramener n'importe qui en bourse, au sens où, au prix de régulariser des situations bilancielles causées par les banques elles-mêmes. 2. Au niveau des banques commerciales, je suis très étonné d'entendre que la SICAR, qui a été créée, on a un ministre des Finances qui est présent, un ex-ministre des Finances qui est présent, pour vous dire que ces SICAR-là, c'est un véritable scandale fiscal, en fait, puisque les SICAR avaient un avantage en amont et en aval. Et si le législateur, et Dieu sait si Kansiri Dachalroum connaît la fiscalité tunisienne, ont concédé cela, c'était principalement pour renforcer les fonds propres des entreprises. Or, ce qui s'est passé au niveau des banques commerciales tunisiennes, parce que le banquier commercial tunisien est en même temps banquier commercial, sicariste, liseur et intermédiaire en bourse. Et assureur. Voilà des voix qui me viennent de derrière pour m'inspirer qu'il est aussi assureur. Et si on se concentre un tout petit peu, on trouvera aussi d'autres métiers annexes ou connexes à la finance bancaire. Résultat des courses, alors que la SICAR devait être principalement dirigée pour le renforcement des fonds propres, l'intervention des SICAR est devenue un complément de crédit, non pas octroyé à l'entreprise, mais ça a été dit, octroyé à l'entrepreneur, qui doit mettre quelque part à contribution sa société en faisant du noir, entre guillemets, j'aime pas utiliser ce terme, mais c'est le terme qu'il faut utiliser,
pour racheter précisément les faux produits et compagnie. Donc, alors, l'élément ثالث qui est le plus important à mes yeux, c'est que tout le monde, j'ai l'impression qu'on est tous touchés par une amnésie. Moi, ça fait 20 ans que je suis sur ce marché et contrairement à ce que dit le représentant de la Banque des financements des PME, j'ai dû faire 500 000 km sur les routes tunisiennes pour aller rencontrer les PME, PMI au fin fond du pays. Quand vous rentrez chez ces PME et que vous trouvez que le niveau de la dette dépasse 3 fois les fonds propres et que des banques continuent à financer parce qu'on était dans une phase de surliquidité bancaire et que les banques se faisaient la guerre pour financer ces PME, PMI, résultat des courses, nous connaissons aujourd'hui le problème des crédits accrochés des banques tunisiennes. Yani, tout ça est lié. Yani, on ne peut pas. Lyoum, Maya a parlé de passerelles. Les passerelles, Maya, existent là. Elles existent parce que dans une banque, vous avez un département de marché de capitaux, vous avez un département de SICAR, vous avez un département qui s'occupe de la banque commerciale. Quand la banque commerciale fait du crédit hypothécaire, qu'à côté, les SICAR font quelque part un complément de financement, alors, dernière indication, quasiment aucune banque commerciale, en dehors d'une seule ou deux, n'ont introduit de société en bourse. Ça vous laisse clairement l'image. Yani, en 2 mots, la banque commerciale tunisienne aujourd'hui n'offre pas le service du haut de bilan à ses entreprises. Jusqu'à là, elle n'a fait qu'offrir du crédit mal structuré au passage, parce que c'était du court terme, ce qui nous a amené à avoir des entreprises en difficulté bilancielle qui elles-mêmes derrière ont créé des difficultés énormes pour le système bancaire tunisien que Mostafa Kamel Nebli estime à 7 milliards de dinars. Je cite ce nom parce que c'est lui qui l'a dit. Moi, je n'ai pas calculé les crédits accrochés tunisiens. Faites quand même une comparaison entre ce chiffre et le sigma des fonds propres bancaires tunisiens. Vous allez trouver qu'il y a un gap énorme et qu'il y a un énorme problème à régler aujourd'hui. Et ce problème, je termine en tant que président de la Bourse, peut être réglé substantiellement par la Bourse de Tunis. Ça n'a pas été dit lors de votre panel. Merci. Les tunisiennes font intervenir un peu plus de conseils haut de bilan pour les aider à y voir plus clair. Parce que le conseil haut de bilan et toutes ces matières financières, comme Wafel a évoqué, c'est un métier aussi important que tous les métiers représentés ici. Question suivante. Ayman Reis, juste une remarque, en fait, c'est pas vraiment une question. Vous avez parlé des entreprises familiales, qu'ils n'étaient pas intéressés par des introductions en bourse parce qu'en fait, ils veulent faire assurer la succession. Mais en fait, l'introduction en bourse aide à faire la succession. J'avais lu un rapport, ça fait quelque temps, qui dit que les sociétés familiales, au bout de 3 générations, il y a un taux de persévérance ou de réussite qui est moins que 10%. Donc, il faut arrêter de dire que les entreprises familiales ne sont pas intéressées pour être introduites en bourse parce qu'ils préfèrent que... Merci. Mais je connais cette étude parce que c'est moi qui l'ai faite. Donc, merci d'avoir rappelé ce chiffre. Voilà. S'il vous plaît, on a prêt. Merci. Hatem Chanoufi, pour revenir sur la question soulevée sur le guichet unique, je voudrais bien rappeler que notre société Saifassa a proposé un projet de plateforme à l'Association des investisseurs en capital. La dite plateforme a été conçu pour échanger des données sur les promoteurs et les projets vis-à-vis donc, de tout ce qui se passe au niveau du projet en termes d'accords, en termes de financement bancaire. Et donc, on n'a pas eu de suite. Et aujourd'hui, le monde virtuel devrait remplacer de loin donc, les guichets uniques et, pour... des questions de gestion en temps réel. Merci. Donc une dernière question, s'il vous plaît, comme on laissera au panel de bien répondre.
Najib Sefi, Capital Investissement. Moi, je souhaite dépasser les faux problèmes, les fausses questions, taper sur les uns, jeter la pierre aux autres. Je crois que maintenant, on est dans une nouvelle phase. Il faut être constructif. La question que je pose, quelle est la cohérence de l'écosystème en général? C'est ça le véritable problème. Parce que on a essayé tout le temps de faire en Tunisie de, entre guillemets, je vais employer le terme, même s'il choque, de péter plus haut que son cul. C'est-à-dire de chercher des objectifs extraordinaires, etc., de dire on va être le meilleur pays dans ceci, dans cela, et on n'a pas voulu voir la cohérence du système en général. Donc je pose la question aujourd'hui, quelle est la cohérence globale de l'écosystème d'investissement en Tunisie et de la PME en général? Je rappelle qu'en Tunisie, on est formé de classe moyenne. Il n'y a pas de capitalisme en Tunisie, on l'a créé de toutes pièces. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'une PME peut être viable dans un modèle socio-économique tel que le nôtre? Et comment justement travailler sur votre bilan quand on n'a pas fait l'accumulation capitalistique nécessaire? Il faut un temps matériel pour réagir. 2, les banques, oui. Kamel Nebli, l'ancien gouverneur, a dit qu'il faut révolutionner le système bancaire. Depuis des années, on demande à révolutionner le système bancaire. Le système bancaire, aujourd'hui, son PNB vient en majeure partie, les 2/3, sinon la moitié, de la marge sur les crédits aux particuliers. Si les banques se détournent du financement des entreprises, de leur croissance, la bourse, les capitals risqueurs, etc., ne pourront rien faire pour créer de belles entreprises. Elles n'auront pas de croissance, n'auront pas d'accompagnement. Je rappelle ma question, la cohérence globale de l'écosystème. Dans certains pays, l'État et le privé se sont mis à table pour chercher à maximiser et à optimiser l'écosystème de l'investissement. Merci. Pour toutes ces questions, alors je vais redonner donc oui, une dernière, alors vraiment une dernière très courte, s'il vous plaît. Adel Kassab, je vais faire une petite remarque sur les sociétés familiales qui représentent pour moi l'une des plus grandes problématiques de l'économie tunisienne. En fait, il y a eu 2 remarques sur le sujet et je voulais compléter par quelque chose. Je crois que c'est la mentalité des chefs d'entreprise et des entrepreneurs tunisiens eux-mêmes qui bloquent sur ce sujet. Parce que comme il a été dit, la réussite pour le chef d'entreprise tunisien, c'est de faire hériter sa boîte. Et ce sens de réussite chez l'entrepreneur l'empêche de penser à la bourse, l'empêche de faire des joint ventures, l'empêche entre autres de céder sa boîte un jour parce qu'il ne sait pas la faire évoluer. Et si cela ne changera pas, je ne crois pas que la finance alternative ni la place financière sur des produits dont on parle va pouvoir changer. Une autre remarque rapide sur les entrepreneurs, mais très rapide, mais c'est important. Les jeunes aujourd'hui ont une vraie crise de confiance, aussi quand ils vont chercher des capitaux. Parce que c'est vrai qu'ils ont du mal à être transparents, c'est vrai qu'ils ne veulent pas ouvrir ou dévoiler leurs idées à tout le monde, et cela n'est pas que au manque d'initiative et de mentalité chez ces jeunes, mais parce qu'il y a eu à un certain moment un environnement qui ne leur a pas prouvé qu'il y avait suffisamment éventuellement comment dire, il n'y avait pas de garantie que leur idée allait réellement être protégée quand il fallait qu'elle soit protégée. Et du coup, ils n'ont pas cette confiance dans les institutions, qu'ils soient privées ou publiques, que leur dossier allait arriver à bout. Et cette problématique-là, je pense que sans la développer, c'est pas le moment, mais on sait que ça existe dans nos administrations ou nos institutions. Merci beaucoup. Alors, on fait... Donc, en fait, oui, les SICAR FCPR disposent d'un avantage en amont et en aval. Oui, c'est le cas. Mais je ne vois pas de mal à ça. Je vois pas de mal à ça, surtout que ça, nous sommes en présence d'un modèle qui est embryonnaire encore, et l'État doit nécessairement prendre toutes les mesures pour essayer de développer une industrie. Donc, commencer par accorder des avantages fiscaux en amont et en aval, je vois pas le mal à ça. Donc après, au fur et à mesure qu'il y ait une évolution un petit peu donc de l'écosystème et
donc de l'industrie du capital risque, l'État pourrait éventuellement repenser un petit peu tous les avantages qu'elle accorde un peu au SICAR. Donc moi, je ne vois pas de mal à ça. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai bien expliqué que finalement, nous, en tant que capital risqueur, on agit dans le cadre d'un écosystème. Donc imaginez une fois que vous êtes, donc votre métier, c'est de financer des entreprises. Et donc vous devez signer des contrats, donc vous devez sécuriser le deal, vous signez des contrats avec le promoteur. Et comme par hasard, donc l'État ne reconnaît pas les pactes d'actionnaires.